Chez Tatou Senti, le premier podcast parfum, on ne parle que de ça. Vous me direz, mais le parfum est invisible. Alors, comment peut-on en parler? Tout simplement en racontant des histoires courtes et en papotant à bâton rompu avec des créateurs de parfums, de marques, des aventuriers des matières premières, bref, tous des passionnés qui m'accordent leur confiance, leur savoir-faire et leurs anecdotes. Je suis Bettina Eckroyd, votre hôte, et je vous donne rendez-vous tous les mardis sur Tatou Senti. Bonjour et bienvenue sur Tatou Senti, le premier podcast parfum. À l'heure de l'engouement des marques de parfums rares, une nouvelle génération, cette fois-ci initiée par des parfumeurs et des directeurs artistiques de maisons de parfums, voit le jour. C'est à 30 ans seulement que le parfum entre dans sa vie. Elle passe 30 ans au cœur de la maison Guerlain et au bout de 30 ans chez Guerlain, elle crée sa marque de parfums rares. Vous l'aurez compris, il s'agit de Sylvaine Delacourte. Riche de sa connaissance des ingrédients de la parfumerie acquise chez Guerlain, auprès de Jean-Paul Guerlain lui-même, elle innove en faisant redécouvrir les matières premières iconiques de la parfumerie. Au regard du parcours de Sylvaine Delacourte, vous apprendrez qu'il n'est jamais trop tard de découvrir sa passion. Elle en est l'exemple vivant d'espoir et de réussite. Et maintenant, ouvrez vos narines, c'est l'heure de Tatou Senti. Bonjour Sylvaine. Bonjour Bettina. Donc tu as lancé ta marque Sylvaine Delacourte et ta dernière collection s'appelle Vanille. Peux-tu nous en dire plus? Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, mon concept est très simple. Je veux célébrer les matières iconiques de la parfumerie sous 5 différentes variations. Et la vanille, bien sûr, il y a beaucoup de fausses idées sur la vanille, parce qu'on se dit vanille, ça va être sucré, et ça va être collant, ça va être comme une pâtisserie. Et donc moi, je voulais justement faire une collection vanille qui plaise à ceux qui me disent j'aime pas la vanille. Mon challenge, c'est de plaire à ceux qui disent j'aime pas la vanille. Donc j'ai fait 5 variations autour de la vanille, mais la vraie vanille qui vient de Madagascar, la gousse de vanille, qui n'est pas sucrée. Non, qui est même boisée, je crois, quand on la sent. Romée, animale, et qui est vraiment devenue très très chère, parce que tu sais que après le safran, c'est vraiment La matière la plus chère. La plus chère, et ça a augmenté ces dernières années. En 4 ans, le prix s'est enflammé parce que tout le monde veut mettre de la vanille dans le monde entier, les Chinois, les Japonais, tout le monde commence à goûter au gâteau. Donc la vanille est très sollicitée dans le monde, donc forcément le cours s'est envolé ces derniers temps. Mais je crois peut-être que ça vient du fait que les gens, on a mis de la vanilline partout. Et donc, est-ce que tu peux justement nous dire quelle est la nuance entre la vanilline et la vanille? Voilà, la vanilline, elle est sucrée, c'est celle qu'on connaît, c'est tout ce qui est gâteau, alors que la vanille, elle a beaucoup plus de facettes. La vanilline, c'est une des facettes de la vanille. Oui, c'est une note qu'on isole. Voilà, une note qui n'a même pas été isolée de la vanille, tu sais. Elle est isolée à partir du clou de girofle. Ah oui, c'est vrai. Et donc, la vanilline, c'est vraiment une note gourmande par excellence qu'on met dans les gâteaux, les petits sachets de vanille qu'on trouve dans les supermarchés. Alors que la vanille, la gousse, elle est vraiment riche en facettes. Moi, je trouve que c'est une matière très aphrodisiaque, très sensuelle, on l'appelle la magicienne du désir. Elle porte bien son nom. Voilà, donc, elle est très envoûtante, et moi, j'adore la vanille depuis toujours. Donc, quelles sont les différentes facettes que tu as décidé d'explorer? Alors, il y a une vanille fraîche, très agrume, très contrastée, très aromatique également. Donc, un contraste bing-bang entre fraîcheur et côté vanillé, sexy. Ensuite, j'ai une vanille florale avec l'osmanthus et puis le tonka, donc encore un jeu entre ces matières premières et la vanille, bien évidemment. Ensuite, j'ai une vanille solaire, exotique. J'ai une vanille aromatique qui est assez rare parce que j'ai associé des notes comme la sauge qui est très peu travaillée en parfumerie avec d'autres notes et la vanille. Et j'ai une vanille épicée avec un côté indien, un côté un peu chai, tu sais, le thé. Oui. Donc, c'est quoi comme épice plus particulièrement? C'est un mélange d'épices. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas la sauge en parfumerie? C'est pas une
moi j'aime bien les challenges, tu vois, j'aime Oui. bien associer des choses qui ne sont pas a priori faites pour aller ensemble. Ça a toujours été ma façon de voir le parfum. C'est vrai que quand on la sent, elles sont pas très bonnes toutes seules, hein. Elles sont plutôt le dessous de bras et effectivement. Et donc là, c'était une chose vraiment très jolie, un peu, voilà, ça c'était un souvenir de Grèce, D'accord. Quelle partie de la Grèce? les îles. D'accord. Et tu les as travaillées avec quel parfumeur? Alors, la vanille fraîche, très explosive, qui s'appelle Valkyrie, c'est avec Maurice Roussel. Oui. J'ai travaillé 3 vanilles avec Irène Pharmakidi de Technicoflore, c'est la vanille épicée Vangelis, la vanille aromatique Virgile et la vanille solaire Vanori. Et la dernière, c'est Vaina, que j'ai travaillé avec Randa Amami, avec qui j'avais fait beaucoup de parfums pour Guerlain aussi. Donc ce sont que des personnes que je connais parfaitement bien, qui parlent le même langage que moi, on se comprend à demi-mot, on a les mêmes émotions sur les mêmes matières premières, on conçoit le parfum de la même façon. Donc c'est assez facile, c'est comme si voilà, on l'écrit à 4 mains, et il faut avoir une certaine complicité, une certaine confiance, et c'est vraiment un bonheur. Tu sais, quand on accouche d'un parfum, c'est comme si on accouchait d'un bébé, c'est après 9 mois, 12 mois, et il faut vraiment voilà, beaucoup de complicité. Oui, pour bien se comprendre. Pour bien se comprendre, parce que moi j'ai essayé de travailler avec des parfumeurs que j'admirais beaucoup, mais on ne parlait pas la même langue. Et malheureusement, ça a été une grande frustration dans ma carrière, parce que j'aurais bien voulu travailler avec ce parfumeur-là, et je n'ai pas réussi. Oui, c'est bien parce qu'en fait, tu soulignes la complexité de la communication qu'il peut y avoir entre les odeurs, entre ce qu'on se perçoit les uns les autres. Langage, Oui. moi, tu vois, c'est parler la même langue au niveau du parfum, c'est drôle, mais c'est ça, c'est pas évident. Non. Alors, je vous invite maintenant à me suivre dans une balade olfactive avec Sylvaine Delacourte pour apprendre à mieux la connaître. Donc, place à la note découverte. Quel est ton souvenir olfactif le plus fort? Forcément, les souvenirs olfactifs les plus forts, ce sont ceux de l'enfance. Ça a été prouvé que tout ce qu'on a senti avant l'âge de 7 ans est imprégné, est vraiment dans le disque dur, et ça te quitte pas. Tu es toujours à la recherche de tes odeurs d'enfance. J'en ai beaucoup, bien évidemment, parce que j'ai été élevée à la campagne. J'avais un jardin, j'avais une maman coquette, une grand-mère qui me gâtait en gâteau. Alors, c'est très difficile de choisir, mais je dirais, c'est les gâteaux de ma grand-mère, les crêpes, les gaufres de ma grand-mère. Elle me gâtait en gâteau. Donc, la vanille. La vanille, oui, c'était partie. Et moi, mon grand plaisir, c'était elle me laissait lécher les plats. Je préférais la pâte au gâteau fini, en fait. Et c'est l'odeur de la pièce, parce qu'en fait, je suis pas très pâtisserie tu vois, actuellement, peut-être que je fais attention aussi à ma ligne, mais je suis plutôt salée que sucrée, mais L'odeur qui se dégage de ces gâteaux. Quand tu as un gâteau qui cuit dans le four, là, c'est une merveille. Donc, si je t'ai bien écouté, donc les parfums et les odeurs ont été présents dans ton environnement et dans ton enfance. Et alors, dans cette campagne, d'abord, c'était une campagne où en France? Alors, je suis originaire du nord de la France, je suis une ch'ti. Oui. J'ai vécu dans un village où, voilà, et j'allais à la ferme chercher le lait, j'avais un jardin, mon papa cultivait pas mal aussi, et ma mère cuisinait très très bien. Et je pense que tout ça, ça permet l'éveil olfactif, oui. Notamment, ma mère était surtout acheter des très bons vins, oui. Notamment des Bordeaux, et des très bons Bordeaux. Et j'ai été éduquée, en fait, sans le savoir, par ma mère, par justement ma grand-mère qui cuisinait très bien et qui m'ont fait déguster des vins merveilleux. Et je pense que j'ai été formée à mon insu, on va dire. D'accord. Parce que, en fait, j'ai découvert mon bon odorat très tard dans ma vie. Quand tu dis très tard, c'est-à-dire? C'est-à-dire que moi, j'ai commencé ma carrière par d'autres secteurs, puisque j'ai été dans l'information, j'étais maquilleuse, j'ai fait du marketing, j'ai dirigé l'Institut de beauté. Mais ça, on va y revenir. Mais, donc, j'ai eu pas mal d'aventures avant le parfum, et c'est venu, voilà, subitement, je me suis perçue que je sentais bien. Mais j'avais déjà à peu près 30 ans quand même. Hein. D'accord. Pas, non, effectivement. Je ne savais pas que j'avais un bon odorat, et j'allais être passionnée par le monde du parfum. Souvent on dit, oh, ça m'est tombé dessus quand j'étais petite,
voilà, c'était la révélation. Non, heureusement, c'est pas le cas pour tout le monde. Alors, heureusement, c'est pas le cas pour tout le monde. Ce qui prouve qu'il n'y a pas Tout est forcément possible. d'âge. Et il y a tout est possible. Hier, Oui. j'ai rencontré une jeune femme, elle me dit j'ai 21 ans, je ne peux pas reprendre mes études. Mais je lui dis bien sûr que si, vous pouvez reprendre vos études, vous avez 21 ans. J'ai découvert le parfum beaucoup plus tard, allez-y. Si vraiment c'est votre passion, allez-y, vous réussirez. Tout à Il fait. n'y a pas d'âge. Non, 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 je suis bien d'accord. Et dans les plats que faisait ta mère, il y en a un où tu as un souvenir particulier? Ah oui, moi c'est les pommes de terre au beurre, elle en mettait beaucoup, mais j'ai jamais mangé des pommes de terre aussi bonnes dans ma vie. C'était des pommes de terre au four ou c'était une purée? Elle était cuite à la poêle, mais je sais pas, elle avait une magie pour faire ses pommes de terre. Pourtant, je suis allée dans des très grands restaurants dans ma vie. Jamais j'ai mangé des pommes de terre. Bah, c'était ceux de ta maman, donc c'est les meilleurs. Ah non, franchement, Oui. objectivement, je n'ai jamais goûté des pommes de terre comme ça. Donc c'est un plat très simple. Oui. J'en ai un souvenir ému. Et puis la tarte, nous, dans le Nord, on fait une tarte au sucre. Oui. Elle savait faire très bien la tarte au sucre. On dit au chuc, parce que dans le Nord, la tarte au chuc. Elle était très bonne aussi. Donc, comme tu viens de le dire, tu as commencé en fait ta carrière dans la cosmétique et le maquillage. Comment s'est fait ce choix? En fait, j'ai une petite erreur de parcours au départ. J'ai suivi des études un peu médicales. Oui. Tu voulais devenir médecin? Pas du tout, mais enfin, je savais pas. Je cherchais un petit peu. Et puis, je me suis dit, mais non, c'est pas du tout mon secteur. Et ma mère a eu l'intelligence de me payer des études d'esthétique. Voilà. Et je suis la seule à être montée à Paris, comme on dit, ou descendue à Paris. Et parce que toute ma famille est restée dans le Nord. Et donc, j'ai fait ces études d'esthétique. Et je suis sortie première de ma promotion. Donc, j'ai commencé par la vente de produits cosmétiques. Et après, je suis devenue... Voilà, j'ai eu plein de métiers parce que j'ai voulu à chaque fois grandir dans ce métier et prendre de nouvelles fonctions. Parce que je m'ennuie très vite. J'ai besoin de renouvellement. Sinon je m'ennuie très vite. Et donc, j'ai été à la fois maquilleuse, j'ai été dirigée un institut, j'ai créé des maquillages pour Guerlain. J'étais vraiment dans le maquillage et dans le soin. Et qu'est-ce que tu aimais particulièrement dans ce... Tout ce qui est côté créatif, bien sûr. Oui. C'est mon côté créatif. Et le maquillage m'a plus intéressé que le soin. Oui. Parce que c'est plus créatif, bien évidemment. En fait, donc, tu rentres chez Guerlain et peu de temps après, tu passes une semaine dans l'univers du parfum et là, c'est la révélation. As-tu une anecdote un petit peu plus précise? Comment les choses sont déroulées? En fait, c'était drôle parce qu'à l'époque, il y avait très peu d'enseignements sur le parfum. Mm-hmm. Et en interne, chez Guerlain, il n'y avait pas de formation parfum. Donc, j'ai quand même été très étonnée qu'à l'époque, pour la plus grande maison de parfumerie, il n'y ait pas de formation en interne. Et on m'a dit, mais non, il faut aller à l'extérieur. Et c'est Monique Schlinger qui m'a formée. C'est parti il n'y a pas si longtemps. Et vraiment, j'ai eu la révélation avec elle parce que d'abord, c'était un excellent professeur qui transmettait sa passion. Et c'est là que j'ai découvert que j'avais un bon nez. Et ça m'est tombé dessus, quoi. C'était la révélation. Ça m'a fait chavirer, quoi. J'ai dit, mais c'est pas possible, c'est un univers magique. On m'a entrouvert la porte, j'ai envie d'en savoir plus. Maintenant, une semaine, c'est pas suffisant. Donc, oui, parce que tu as passé une semaine avec elle. Avec elle, mais c'était la révolution dans ma vie. Mais je suis devenue folle, de parfum. J'ai commencé à acheter les livres, les flacons. Ça m'a vraiment bouleversée. Encore à l'époque, il y avait peu de livres. Donc, tu as commencé avec lequel? Je me souviens plus. Hein, il y avait. Il y en a un qui t'a marqué plus qu'un autre? Forcément, Guerlain de Felous. Mm-hmm. Qui était merveilleux. Qu'on ne trouve plus maintenant, mais de Colette Felous. C'était tout ce que je pouvais trouver, voilà. Et donc, une semaine, c'était pas suffisant, bien évidemment. Après, j'ai eu la bonne idée de ma carrière, c'est d'aller voir mon PDG en disant c'est pas possible. Qu'est-ce que tu as retenu, même au bout d'une semaine, et qu'est-ce qui t'a marqué dans ce que Monique t'a transmis? Moi, ce qui m'a... C'est toute la richesse du parfum. C'est-à-dire que le parfum, tu as tout le côté histoire. Mm-hmm. Tu as le côté olfactif qui est une grande leçon d'humilité parce que tu ne peux pas dire je connais toutes les matières premières, je connais tous les parfums. Tu as toujours quelque chose à découvrir. Tout à fait. Et je ne me suis jamais ennuyée dans le parfum.
Et il y a toujours il y a le côté émotionnel, le côté psychologique, il y a le côté vente qui est différent. Ah, c'est très complet. C'est hyper complet, le côté littéraire. Donc, tu as tellement de facettes que tu en apprends tous les jours. C'est une source d'émerveillement incroyable. Alors, une fois que tu as fait cette découverte, comment s'est passée la suite chez Guerlain? Ensuite, donc, je suis allée voir Thibaut Poroy. Oui, ah oui. Et je lui ai dit, écoutez, Thibaut, c'est pas possible, il faut aller à l'extérieur de Guerlain pour faire une formation, c'est pas normal. Moi, je vous propose que vous me repayiez des études, mais sérieuses cette fois, longues, afin que je puisse monter toute la formation parfum chez Guerlain. Voilà, Guerlain est digne d'avoir une formation. On est en quelle année à ce moment-là? C'est vraiment très 70? Oui, dans les 60, ouais. D'accord. J'étais l'une des pionnières, donc... Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que moi, dans mon parcours, j'ai rencontré, j'ai fait aussi Monique Schlinger, et j'avais rencontré lors d'une de ces formations une jeune femme dont j'ai plus le nom, qui, elle, était chez L'Oréal. Et déjà à l'époque, chez L'Oréal, il n'y avait pas de formation, c'était elle qui avait tout bâti. Je me suis dit, mais une maison comme L'Oréal, comment est-ce qu'il n'y a pas de... Voilà, donc ça effectivement, ça correspond à ce que tu dis. Et donc après ces 2 ans, je suis allée à l'ISIPCA. J'ai eu un parcours un peu particulier et privilégié parce que je travaillais chez Guerlain. J'étais un peu pistonnée entre guillemets. Donc j'ai eu des cours un peu sur mesure. Et puis j'ai enrichi ma formation chez Pierre Menich, dans différentes sociétés. Et au bout de ces 2 ans, j'étais capable de monter toute la formation Guerlain, tous les outils pédagogiques. Et je te dis, j'étais l'une des pionnières. Donc j'ai fait toutes les formations. Puis à l'époque, on avait du temps. J'ai monté 9 jours de formation parfum chez Guerlain. Oui. Parce qu'à l'époque, maintenant, ça ne se fait plus. Et donc j'ai eu ma petite réputation, l'une des pionnières à parler du parfum avec passion. Et puis c'est comme ça que j'ai été repérée par Jean-Paul Guerlain. Donc je te dis ça pas pour me vanter. Non. C'est-à-dire que j'ai été repérée parce qu'on a entendu parler des formations de Guerlain. Qu'avaient-elles de particulier, ces formations? Est-ce qu'il y avait quelque chose dont tu pourrais nous parler? En fait, je ne critiquais jamais la concurrence. Mm-hmm. Je positionnais Guerlain par rapport aux autres et je faisais deviner et comprendre aux personnes par elles-mêmes presque. Par elles-mêmes que Guerlain était supérieur. Oui. C'était la conclusion, mais c'est elle qui le faisait, oui. La conclusion. Et puis découvrir bien sûr toutes les facettes du parfum, comment un parfum est construit, les matières premières, etc. Mais surtout, la conclusion, c'est que j'ouvrais sur le monde... Oui, tu ouvrais des fenêtres. J'ouvrais des fenêtres sur la concurrence. Et vraiment, tout le monde se rendait compte que Guerlain était différent et unique et singulier. Donc, ils étaient contents et ils avaient passé. Puis, ils participaient. Moi, je suis très... Toi, j'aime bien la participation. Donc, j'aime faire... Oui, l'interactivité. L'interactivité, j'aime pas le côté trop... Je suis professeur et j'ai mes élèves. Je sais tout et j'aime bien les échanges. Quoi. Oui, puis c'était une façon aussi de leur réveiller leur sens olfactif. Voilà. Parce qu'au départ, quand tu as un parfum ou une matière première, c'est pas évident de donner des mots. Il faut sortir à l'intérieur de toi des émotions, des choses que tu as. Je suis bonne pour ça. Parce que je le vis vraiment, pas techniquement, tu vois, je le vis émotionnellement, le parfum. Ouais. Donc tu coupes le mental. Le mental, et du coup, je le mets à la portée, je dis à tout le monde, mais tout le monde sent différemment, et tout le monde a un Absolument. Oui. Et il n'y a pas de vérité sur le parfum, ça se saurait. Et donc, je les mets à l'aise, et du coup, elles parlent, je les sollicite, tu vois, je les enrichis au niveau lexical, c'est important de se sentir bien et d'être à l'aise avec la description d'un parfum, mais chacun a une façon différente, il n'y a pas une façon. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu es repéré par Jean-Paul Guerlain. Donc, comment se passe la suite? Alors, il m'invite au Ménul. Oui, sa propriété, pas loin de Paris. Très belle propriété, j'étais très impressionnée. Tu penses bien que rencontrer Jean-Paul Guerlain pour un déjeuner à Ménul, j'étais dans mes petits souliers. Et il m'a dit, j'ai entendu parler de vous, de votre passion, etc. Ça tombe bien, tiens, on va déjeuner ensemble, mais avant, je vais vous donner des mouillettes, ça va des touches olfactives, vous allez me dire ce que vous pensez de mon prochain parfum. Panique à bord. Panique à bord, je me décompose, il me tend quelques touches olfactives, et puis alors qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, Jean-Paul, je sors de l'école, je ne vais quand même pas vous donner des conseils, vous êtes monsieur Jean-Paul Guerlain, ça ne
Ah, il dit mon petit, un peu de courage quand même. Vous dites que vous êtes passionné, que vous aimez ça. Bah, dites-moi ce que vous pensez de mon parfum. Donc avec beaucoup de précautions, je dis que je préfère celui-là parce que si, parce que là. Ah, il me dit, bah, alors là, vraiment, vous m'épatez parce que je pense exactement comme vous. Et chez Guerlain, on me dit l'inverse. Donc vous sentez comme moi, et ça m'intéresse beaucoup. Bah, vous allez arrêter toute la formation et vous allez travailler avec moi. Donc après le déjeuner, j'avais un nouveau job. Je travaillais sur Paul. Après le gâteau au chocolat qu'il m'a fait, Je crois le fameux. le Hein? fameux gâteau au chocolat dont je me souviendrai toute ma vie, parce qu'après j'ai dit mais c'est le meilleur gâteau au chocolat que j'ai mangé de ma vie. Il m'a dit je vais vous donner la recette. Mais il fallait une journée pour le faire. Donc je ne l'ai jamais fait. C'est pour ça qu'il était bon, parce qu'il reposait. Oui, c'est ça. Je sais pas, il y avait une technique. C'était oh là là. Donc c'est pas impossible à refaire. Donc, tu travailles à ses côtés pendant combien de temps? 5-6 ans, comme 4-5 ans, facile. Et alors, qu'est-ce que tu retiens de lui? Bah, d'abord son charisme, une personnalité singulière, avec ses bons jours et ses mauvais jours. Oui, et son franc-parler. Mais c'est quand même le roi des calembours. Il a beaucoup de culture aussi, hein, il est très cultivé, et il a le sens de l'esthétique. Et j'apprends à décoder sa façon d'appréhender les parfums Guerlain, comment il sent les matières premières, tu vois, comment il réagit sur les matières premières, quand il décrypte un parfum, c'est très intéressant. Donc j'apprends, il m'infuse vraiment le style Guerlain. D'accord. Et s'il y avait une chose à retenir de cet enseignement ou de cette période, qu'est-ce que... Lui, Jean-Paul, c'était la puissance, la présence, tu vois, les parfums, un sillage, etc. Vraiment hyper puissant. Lui était exigeant sur le sillage. La ténacité du sillage, c'était vraiment son credo. Tu vois, il était vraiment d'une exigence folle. Et puis, voilà, la qualité des belles matières premières. Moi, quand je faisais sentir les matières premières Guerlain par rapport à celles de mes copains chez Pierre Maniche, au Givaudan, etc., ils me disaient, non, vraiment, c'est pas pareil, quoi. Il y avait une super qualité. Mais c'est toute la nuance entre, on va dire, une belle soie, un beau cachemire et autre chose. Alors, avant de rentrer dans ton laboratoire, partons un instant faire un voyage donc au cœur de la matière. Donc, je t'ai demandé de m'apporter un ingrédient que tu aimes particulièrement, donc de nous le présenter, de nous dire comment tu l'as découvert et pourquoi tu y es attaché. Alors, je ne vais pas reparler de la vanille parce que j'en ai déjà parlé. Je vais te parler du musc parce que quand même c'était le sujet de ma première collection. Parce que quand j'ai fait toutes mes formations, d'abord en France et à l'international, je me suis rendu compte qu'à chaque fois je faisais sentir le musc, mais c'était l'engouement du monde entier pour cette matière première. Donc je me suis dit quand même, il y a quelque chose qui se passe au niveau du musc. Et puis c'est une matière un peu mystérieuse parce que il y a ce fantasme du musc animal, mais qui est interdit. On ne sait pas trop ce que ça sent, puis c'est très varié, c'est très... Parce que celui que tu faisais sentir à cette époque, c'était déjà un musc de synthèse. Oui, je faisais sentir le musc animal, bien sûr, en comparatif, parce qu'à l'époque, on avait encore du musc animal, maintenant c'est interdit, mais à l'époque, on pouvait encore. Et le musc blanc, ce qu'on appelle les muscs blancs, avec la variété infinie des muscs blancs, entre les polycycliques et les macrocycliques, etc. Et donc, mais à chaque fois, c'était un engouement incroyable. Donc je me suis dit, mais cette matière première qui plaît à tout le monde, elle est très peu travaillée. Oui. Et donc j'avais travaillé un parfum pour Guerlain qui s'appelle l'Instant Magique, qui était autour des muscs. Et j'avais appelé ça, en clin d'œil à la Guerlain, j'ai appelé ça la musquinade. Oui. Et c'est un parfum qui a beaucoup plu. Et quand j'ai voulu créer ma première ligne, j'ai pensé au musc parce que je me suis dit, c'est un élément qui est peu travaillé aussi. Peu travaillé, mais différemment. Tout à fait. Et qui est très peu travaillé parce que techniquement c'est compliqué. Et moi j'aime bien les challenges. J'aime bien travailler une matière première qui n'est pas facile à dompter. Donc les muscs, par définition, ça tient bien, mais ça a du mal à se projeter, à avoir du sillage. Et puis c'est toujours un peu pareil, ça sent toujours le propre, le bébé, etc. Donc ça a été tout le challenge de cette gamme. Je fais une variété de 5 muscles qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et qui ont quand même de la ténue forcément, mais beaucoup de sillage et à chaque fois une singularité. Donc 5 muscles complètement différents. Alors on va y revenir. Donc poursuivons avec la note création et créativité. Donc
tu as assisté Jean-Paul Guerlain, mais après, quels ont été, au fur et à mesure, tu as, je crois, changé de rôle au fur et à mesure des années, parce que c'est une petite trentaine d'années que tu as passé chez Guerlain. Donc, parle-nous de ces autres rôles que tu as eus chez Guerlain. Alors, ensuite, Jean-Paul Guerlain a pris un peu sa retraite. Donc, j'ai été en fait. Tu as été combien de temps avec lui? Je dis 4-5 ans et j'ai développé pas mal de parfums avec lui. Lesquels? Le Petit Guerlain, j'ai plein d'éditions limitées. J'ai travaillé. Le parfum qui m'avait fait sentir chez lui, c'était Héritage. Hein, donc, Oui. ensuite, Petit Guerlain. Et celui vraiment où je me suis vraiment plus investie, c'était Champs-Élysées. D'accord. Tu as une anecdote autour de Champs-Élysées? Comment vous l'avez construit? Comment vous l'avez... C'était vraiment mon idée. D'accord. Parce que je voulais travailler un mimosa. Oui, cette belle fleur. Voilà, le mimosa de ma maison du Midi. Donc c'était, je dis, Guerlain, tu sais, il y a beaucoup d'overdoses de matières premières, où c'est la vanille pour Chalima, où c'est, voilà, le Samsara, c'était Jean-Paul Guerlain, le santal et le jasmin, etc. Je me suis dit, il faut une matière première qui n'a jamais été travaillée, et voilà, donc il a souscrit à ça, et on a travaillé donc ce mimosa, couplé avec un peu de lilas, et c'était une belle aventure. Tout à fait. Tu parles de matière première. Est-ce que tu l'as suivi un jour dans un de ses voyages? Oui, je suis allée en Égypte. Je n'ai pas fait beaucoup de voyages parce que c'était quand même un peu son jardin secret, on va dire. Mais je suis allée en Égypte avec lui. J'ai fait quelques voyages. Oui. Et alors, tu as une anecdote sur... En Calabre aussi. Tu as une anecdote quand tu dis Calabre, c'est chez Capois. Oui, bien sûr. Et alors que ce soit en Calabre ou en Égypte, tu as une anecdote amusante, sa façon de voyager, comment il appréhendait les choses. C'était toujours très folklorique, c'est-à-dire que c'est tellement un personnage en couleur qu'on ne s'ennuyait pas une minute et qu'il faisait rire tout le monde et qu'on sortait toujours avec un bon repas bien arrosé parce que c'était sa façon de vivre. Mais néanmoins, on travaillait, on sentait les différents batchs de matières premières et c'était très instructif. Quand tu la bergamote plus ou moins mûre, Oui. de tel ou tel producteur, etc., c'est hyper riche. Et le jasmin, quand il arrive dans les usines, qu'on le met en Égypte frais dans les cubes, c'est une merveille. Quoi. Donc, c'est des émotions. C'est vivre la matière et la vivre aussi sur le terrain. Sur le terrain avec les cultivateurs. Et ça, c'est du vrai. Quoi. C'est concret. Tout à fait. Puis effectivement, le vivre avec lui, je crois que c'est inoubliable. Je peux dire que je pourrais écrire un livre. Hein. Aujourd'hui, c'est Thierry Vasseur qui a succédé à Jean-Paul Guerlain. Un autre homme, un autre style. As-tu une anecdote amusante de travail avec lui, d'élaboration d'un parfum? Alors, entre deux, donc je t'ai dit, j'ai fait l'intérimaire entre Jean-Paul et Thierry Vasseur. D'accord. D'accord, parce que là, j'ai travaillé sur quand même beaucoup de parfums. Oui, sur lesquels alors? Raconte-nous. J'étais directrice pendant 6 ans quand même, entre les deux, de la création. Donc, mon premier, c'était l'instant de Guerlain. Oui. Développé avec Maurice Roussel. Voilà, l'instant pour homme. Insolence, encore avec Maurice. L'instant magique, beaucoup d'Aqua Allegoria. Les exclusifs, toute la gamme exclusive. Oui, d'accord. Il y en a combien aujourd'hui? Maintenant, il y en a énormément, je ne sais pas, une trentaine, facile. Moi, j'ai fait l'art et la matière, les élixirs charnels, les bougies, l'eau de lit, l'eau de cachemire, etc. Donc, beaucoup. Oui, Beaucoup oui, oui. Donc, en tout, dans ma carrière, j'ai compté, parce qu'au bout d'un moment, on compte. Oui. On fait le bilan. Et à peu près 70 parfums que j'ai développés chez Guerlain. Dans cette période-là ou en général? 70 parfums, ouais. Et alors justement, dans cette période, tu as une anecdote Moi, forcément, quand j'ai développé l'instant de Guerlain, j'étais pas toute seule parce que j'étais en concurrence. Donc ça a été la période la plus excitante de ma carrière. Oui. C'est que j'ai gagné. C'est ma soumission qui a été prise. Donc c'est une victoire. Oui, oui, oui. Je veux dire que ça a pas Un aboutissement et une victoire. Ah ouais, c'était vraiment jouissif. Vraiment. Parce que ça n'a pas été facile. C'était une grosse bagarre, mais j'ai réussi. Et puis c'était en blind, tu vois. C'était pas pour moi, c'était en aveugle choisi par les clients dans le monde entier. Donc
satisfaction. Absolument. Et alors, je crois, rappelle-nous que pour cet instant, il y a une innovation, c'est-à-dire que c'est plus une garlinade tout à fait comme avant. Il y a J'ai une voulu petite reprendre- chose. En fait, j'ai voulu reprendre la garlinade parce que quand même ça a bien réussi à Guerlain et Oui. c'est comme l'ADN de Guerlain. J'ai voulu la revisiter de côté solaire. Donc c'est Voilà. le premier Il y a une parfum variation. solaire qui n'existait pas encore chez Guerlain. On a infusé du soleil dans toute la pyramide olfactive. D'accord. Et donc, avec Thierry, Et donc Thierry est arrivé, je venais de finir la première petite robe noire avec Delphine Jelk. Mhm. Et il est arrivé quelques jours après. Donc il a voulu sentir la petite robe noire. J'ai dit, mais, tu vois, tu peux rien dire parce que là ça a été validé, c'est fini. Elle va sortir dans les exclusifs. Et là parce que c'est quelqu'un de très drôle, il m'a dit, mais il est rigolo ce parfum. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire rigolo? Ça veut dire Oui. quoi pour toi? Il dit, il me surprend. Forcément, il était hors des codes un peu de Guerlain. Absolument. Je dis, bah oui, il est rigolo, alors je te comprends. Mais bon, on va sortir un jus rigolo, alors donc, il a eu le succès que tu connais, il a été très élégant parce que après qu'il l'a retravaillé pour le lancer à l'international, il a dit j'ai fait un hold-up sur la formule. Mais ça, c'est signé Thierry, effectivement, avec son humour. Il a un peu le même humour que Jean-Paul, en fait. Tu vois. Je trouve qu'il y a beaucoup de points communs entre eux. D'accord. Sur leur humour, notamment, sur les calembours, sur leur culture, etc. Et après, dans leur façon de travailler, quels sont... Oui, aussi, c'est marrant. Et je trouve qu'il y a vraiment... souvent, je disais, mais Jean-Paul sort de ce corps, quoi. Parce que... T'en étais bluffé? Ah oui, alors qu'ils n'ont pas vraiment travaillé... Enfin, ils ont travaillé un peu ensemble, mais vraiment, il y a quelque chose de très, très commun entre les personnalités. Donc, Guerlain a fait le bon choix. Donc, tu as été à l'initiative des consultations Guerlain. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de ce projet? En fait, j'avais suivi pour moi, personnellement, un cursus avec un psy pour apprendre à décoder avec la PNL, la dynamique transactionnelle, etc. Ça m'intéressait parce que j'avais un problème personnel à l'époque. Et pas grave, hein, je le précise, mais bon, je voulais comprendre. Et donc j'ai suivi ces cours et à la fin, j'étais avec des personnes de différents milieux. Il m'a dit, mais pourquoi comme tu n'es pas dans le parfum, pourquoi tu n'appliques pas ce qu'on a appris au travers d'une consultation parfum? En fait, c'est les personnes qui étaient avec moi qui m'ont donné l'idée. Donc j'ai appliqué la technique et puis je me suis aperçue que ça marchait très très bien. Et donc j'ai monté cette consultation avec tous les outils que j'ai appris parce que ça m'intéresse vraiment de décoder le langage d'une cliente, de comprendre ce qu'elle veut dire par ses mots, par sa gestuelle, par son regard, la façon dont... Voilà, de se faire sortir d'elle toutes ces émotions. C'est quelque chose qui me passionne vraiment. Et donc ces études m'ont permis de faire ça. Et donc après, j'ai monté ma consultation parfum pour le parfum sur mesure chez Guerlain. Et aussi, c'est non seulement tu apprends à la connaître, mais aussi tu l'aides. Voilà, tout à fait, mieux se comprendre elle-même. Voilà, et à choisir son parfum. Et c'est pas par hasard pour choisir un parfum. Non, tu as tout à fait raison. Et ces consultations existent encore? En fait, elles vont être différentes parce que j'ai fini ma mission avec Guerlain en décembre dernier. Donc ça sera fait par une autre personne d'une différente façon. Mais moi, j'avais une technique particulière que je n'ai pas laissée. Puisque je recevais une cliente pendant 2 heures. Et pendant 1 heure, c'était vraiment le divan olfactif où je faisais remémorer toutes les odeurs et saveurs positives qui ont marqué la vie avant 7 ans et après 7 ans. D'accord. Donc c'était vraiment de découvrir le patrimoine olfactif, de la faire voyager dans sa mémoire, plus ou moins en état hypnotique, éveillé, tu vois, pour vraiment se reconnecter à son passé et trouver toutes les odeurs positives qui ont marqué sa vie. En fait, je suis un olfactif profiler. Et donc, quand c'était vraiment clair, à ce moment-là, je passais à une autre étape, je validais avec des planches d'ambiance, des images, des photos de tissus, etc., ou même des matériaux, de tissus, des matières premières, etc. Je validais avec tout ça. Des intérieurs, des styles de vie, des questions. Après, je posais des questions de style de vie, comment elle aime manger, parce qu'elle aime
tu ratissais large dans son environnement, oui. Pas sur sa vie personnelle, ça Non. m'intéressait pas. Vraiment focusé sur les odeurs, saveurs. Et à la fin, ça commence à prendre forme, donc je sentais déjà le parfum qu'elle voulait. Et après, à la fin, tout à la fin, je sélectionnais les accords, les matières premières qui étaient censées l'animer positivement. Je faisais une sélection et mon but c'était de sélectionner les bonnes matières premières afin que quand que je mette sous le nez ces matières premières, elle se dit ah oui j'adore, oui j'adore, oui j'adore. Et quand là ça devenait concret, elle se demandait Oui. où je voulais en venir certainement. Mais quand je faisais sentir ces matières premières, la sélection que j'avais faite pour elle, je me suis dit mais cette femme elle m'a compris. Elle sait ce que j'aime et elle sait ce que je veux. Du coup elle avait une confiance en moi. Et donc on partait sur un parfum sur mesure. J'en ai fait à peu près 35. D'accord. Des personnalités très différentes du monde entier, autant d'hommes que de femmes. Et c'est une mission qui m'a passionnée. Parce qu'il faut avoir beaucoup de générosité, il faut s'oublier, il ne faut pas parler de soi, ça n'intéresse pas du tout la cliente. Moi, Il faut lui faire sortir, il faut la faire accoucher d'elle-même. Et moi, il y a même une cliente qui m'a dit, moi, elle fait plus de bien que mon psy. C'est une bonne récompense. Et puis d'arriver, tu vois, moi j'ai eu un homme d'affaires à qui j'ai fait son parfum sur mesure, mais très, très froid, très dur, etc. Et quand il a senti, quand il a eu son flacon avec son parfum, mais il avait les larmes aux yeux. Quoi. Tu l'avais touché. Je l'avais touché et son parfum, ça lui correspondait à 100%. Et ça, c'est satisfaisant, quoi. C'est du bonheur. Alors dis-moi, en dehors de ces outils dont tu viens nous parler, est-ce que tu en as mis d'autres en place? Après, j'ai modulé cette consultation sur toutes les formes. J'ai fait une variation plus longue pour les experts parfums que j'ai formés, une plus courte, une digitale qui est sur les points de vente maintenant chez Guerlain. J'ai monté toutes les formations parfums chez Guerlain, tu sais, qui sont accessibles au grand public, qui sont payantes et aux enfants. Tu parles là des ateliers. Des ateliers, voilà. J'ai monté tout ça. Et les consultations, j'ai formé tout le staff Guerlain aux consultations. Alors, pour clore cette période Guerlain, s'il y avait une conclusion, quelles sont les leçons que tu en as retenues? Guerlain, bien sûr, je dirais, sera toujours dans mon sang, dans mon cœur, jusqu'à la fin de ma vie, parce que c'est une très belle maison. Oui, et puis 30 ans, on n'efface pas 30 ans. 30 ans, ça marque. C'est l'exigence de qualité sur les parfums, sur le sillage, la ténacité, l'originalité, la créativité. Enfin, c'est à chaque fois trouver de nouvelles idées, parce qu'on développe quand même beaucoup de parfums, et on part toujours d'une page blanche, plus ou moins. Et ça, c'est la plus belle école. Tout à fait. Et alors justement, je sais que c'est toujours très difficile, mais néanmoins, parmi tous ceux que tu as fait, il y a tout de même sûrement un ou deux qui sont plus chers. Il y en a un que j'ai fait un peu pour moi, mais après on m'a dit non, on va commercialiser, c'est Cuir Beluga. D'accord. Que je porte. Ça c'est vraiment un parfum. Et puis l'instant, parce que c'est un parfum de victoire. À tout de suite pour un deuxième épisode pour continuer ma conversation passionnante avec Sylvaine Delacourte.